Bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens, organisé en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Nous avons invité aujourd'hui, cette semaine, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, maire du Puy-en-Velay, député de Haute-Loire, ancien ministre, aujourd'hui vice-président de l'UMP, qui incarne un peu, allez, disons une nouvelle génération, un peu plus directe, un peu plus spontanée, qui mouille la chemise et qui va au créneau, qui dit ce qu'elle pense de la droite française. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Alors pour ce Face aux chrétiens, vous allez être interrogé par Corinne Laurent de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot de RCF. Alors l'actualité est chargée, dites-moi en ce moment. Donc on va parler bien évidemment du mariage homosexuel, on va parler de la moralisation de la vie politique, on va parler de l'UMP bien sûr. Commençons par le mariage homosexuel. Est-ce que l'affaire est pliée? Est-ce qu'il y a encore moyen de s'opposer à cette loi? Je ne peux pas me résigner, mais sans doute parce que c'est pour moi, et comme pour beaucoup de Français, un sujet de conviction très profond, à me dire que l'affaire serait pliée. Et je refuse cette espèce de fatalité. J'oublie pas qu'il y a des lois qui avaient été votées qui n'ont jamais été appliquées, comme la loi sur le CPE. On aura aussi le Conseil constitutionnel. Et donc, en tout cas, moi, ça a été mon attitude dès le début sur cette question. Je ne lâcherai pas les choses. Parce que je considère qu'on est sur un sujet qui est un sujet avec trop de conséquences, trop irréversible. Vous savez, c'est, y compris dans ma part je dirais, d'intimité, j'ai beaucoup réfléchi avant de m'engager sur ce sujet. J'en ai discuté avec ma famille, parce que c'était un sujet dont je considérais que ça les impliquait aussi. Et j'en ai discuté avec un de mes amis qui est très proche, un député, qui est un député de l'Ain, Xavier Breton. Et Xavier m'a posé cette question toute simple, qui au fond résume tout. Est-ce que tu considères que c'est une bonne chose ou est-ce que tu considères que c'est une mauvaise chose? Pour moi, la réponse était évidente, c'est une mauvaise chose. Il m'a dit, si tu considères que c'est une mauvaise chose, alors tu dois tout faire pour t'y opposer. Alors, vous dites, je ne vais pas lâcher. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, la première chose, et qui est le témoignage que j'essaye de porter dans cette bataille, c'est celui d'un jeune élu. J'ai 38 ans. Alors, en politique, c'est très jeune. Pas pour le reste de la vie, mais en politique, il paraît que ça reste très jeune. Ce que j'essaye de porter comme message, c'est ne vous laissez pas intoxiquer par l'idée que la famille serait une vieille valeur. Ne vous laissez pas intoxiquer par ce discours qui consiste à nous faire croire que les valeurs auxquelles on croit seraient des valeurs ringardes. Ne vous laissez pas abattre et dicter vos pensées par un espèce de politiquement correct, de modernité, avec lequel on essaie de nous asséner ce qu'on doit penser. Et je crois profondément que derrière aussi la bataille que nous menons, c'est une bataille pour les valeurs. Pour se dire, dans notre pays, tout ne doit pas être mis à bas. Tout ne doit pas être jeté au fossé. Et on a besoin d'un certain nombre de repères qui sont des repères stables, qui permettent à une société de savoir où elle va. Toucher à la famille, c'est un acte grave, qu'on soit dans la mondialisation, qu'on n'y soit pas, qu'on soit dans la modernité ou la post-modernité. Tout ça, pour moi, c'est du foutoir sans argument et sans consistance. La seule chose à laquelle je crois, c'est qu'on a besoin d'une famille pour transmettre des valeurs à nos enfants. Et que même si la famille a bougé, elle garde cette substance très profonde qui en fait la colonne vertébrale de la société. Toujours sur ce mariage, une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Alors, plus prosaïquement, il y a eu le vote au Sénat. Et si on regarde bien le décompte de ces voix, les sénateurs qui ont obtenu le passage du texte sont au nombre de 171, 2 voix de majorité seulement. Et un tout petit peu plus, je crois, 5, il me semble. Non, 2. Ceux qui ont fait passer le texte, en fait, on s'aperçoit que ce sont Christian Cointat, Jacqueline Farerol et Fabienne Keller qui sont de l'UMP. C'est-à-dire ces 3 sénateurs UMP, s'ils avaient voté contre le texte ne serait pas passé. Alors, c'est l'UMP qui a fait passer le texte au Sénat. Je vais répondre très clairement. Mais je veux aussi qu'on ne se raconte pas d'histoire. Dans vos sénateurs, il y a des sénateurs de gauche qui ont voté contre le texte et qui auraient pu voter pour s'ils avaient eu une discipline de vote. Si de la même manière l'UMP avait imposé une discipline de vote d'airain, le texte aurait eu un rapport de force qui malgré tout serait resté favorable. Si le Sénat avait rejeté le texte, l'Assemblée nationale l'aurait adopté. Donc méfions-nous des raccourcis consistant à dire... ce n'est pas un raccourci, c'est objectif. Vous avez là un décompte implacable. Je vais être très clair. Même si le Sénat avait adopté le texte, il serait passé à l'Assemblée nationale, donc ça n'aurait rien changé. Voilà, si le Sénat avait refusé, vous dites. Oui, si le Sénat avait, pardon. Il y aurait un choc de moralisation peut-être. Vous n'imaginez pas le nombre de textes qui sont rejetés par le Sénat et sur lequel... Symboliquement, ça aurait été fort s'il avait été retoqué au Sénat. Après,
je vais répondre aussi très franchement. Moi, je regrette très fortement qu'il y ait des députés de ma famille politique et des sénateurs de ma famille politique qui se soient abstenus, qui aient voté contre ou qui se soient cachés pendant cette période. Alors bien sûr, c'est pas Qui facile. a voté pour, si j'ai bien compris. Oui, oui. Enfin, Vous avez dit qu'il a voté contre. Oui. Contre la ligne de qui ne l'UMP. se soit pas exprimé clairement sur ce sujet et qui était aux abonnés absents. Il y a eu trop de personnes qui ne se sont pas engagées dans notre famille politique. Alors c'est dur, parce que quand on va sur d'autres plateaux, face à d'autres médias, avoir une position où on est contre le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels, eh bien c'est immédiatement critiqué par cette espèce de bien-pensance politiquement correcte. Mais je l'ai dit, y compris aux intéressés, je regrette très profondément l'attitude de certains d'entre nous. Sur un sujet comme celui-là, on ne s'abstient pas. Sur un sujet comme celui-là, notre famille politique doit être engagée. Après, et ça je crois que tout le monde peut le comprendre, une famille, il y a de la diversité. Et tout le monde n'est pas totalement unanime. Vous avez des gens, par exemple, à l'Assemblée nationale, quelqu'un comme Franck Riester, qui a un parcours très personnel, a un vote qui est très personnel. Donc, je crois surtout que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même eu une famille politique, et une seule, qui s'est engagée très clairement, depuis le début, de bout en bout, sans ambiguïté sur le sujet, c'est quand même ma famille politique. Et de ce point de vue, je trouve que l'UDI a été un peu absent. Je n'ai pas suffisamment entendu, à mon goût, ce qui est une tradition à laquelle je suis attaché, qui était la famille démocrate chrétienne politique, qui ne s'est pas suffisamment engagée. Le FN a été totalement absent, avec une espèce de récupération a posteriori qui d'ailleurs n'est pas digne, je trouve. Et donc, quels que soient les petits cas particuliers qui ont sans doute manqué à l'appel, et je le condamne, globalement, ma famille politique a quand même été très engagée dans ce combat, et j'espère en tout cas, moi, ne pas avoir manqué. Romain Mazenot, de RCF. Alors on observe une radicalisation d'une petite frange des opposants au mariage homosexuel. Il y a eu les accueils chahutés de certains ministres ou élus de gauche en déplacement. On a entendu parler de guerre civile. Certains groupuscules d'extrême droite brandissent des slogans ouvertement hostiles aux personnes homosexuelles. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça ne risque pas de jeter le discrédit sur l'ensemble du mouvement? La première chose, c'est que, et je le dis très simplement, je condamne cela. Je ne le condamne pas parce que je ne comprendrai pas l'exaspération de ceux qui voient ce gouvernement silencieux et méprisant qui ne fait pas le moindre geste. Je le condamne parce que je pense que ça affaiblit notre mouvement. Et que la force de notre mouvement, c'était à la fois sa sérénité et sa détermination. Et que ce qui a fait qu'il a été aussi écouté, c'est ce mélange de cette ambiance à la fois très bon enfant, très ouverte, et en même temps une détermination que rien ne peut arrêter. Et donc, gardons cette force. Et ne laissons pas certains ouvrir la voie à une caricature que François Hollande et la gauche attendent très clairement. Ils attendent qu'on se caricature. C'est le gouvernement qui est responsable d'une forme de radicalisation de certains? La première chose quand même qui me frappe, c'est quelle indignation est à contours variables. Quand vous avez des syndicalistes qui mettent à sac une sous-préfecture ou une préfecture, là, pas de souci. Quand on a telle dégradation en marge d'une manifestation, je n'ai jamais entendu la majorité socialiste ou un ministre de gauche s'indigner. Mais par contre, quand il s'agit de manifestations dans lesquelles il y a des familles, avec des gens qui portent des t-shirts indignes, imaginez, dans lesquels on voit un père et une mère, un t-shirt qui porte atteinte à la morale publique, là, évidemment, tout le monde se déchaîne. Quelle éthique? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette République à deux visages? D'un côté, un Manuel Valls qui n'a pas de mots assez durs contre les gens de la manif pour tous, et dans le même temps, un gouvernement qui fait passer une loi d'amnistie pour les casseurs issus des rangs des syndicats. C'est une République étrange pour moi, dans laquelle je trouve qu'on met les valeurs à l'envers, on tombe sur le dos de famille, on envoie des gaz lacrymogènes contre des enfants, et à l'inverse, quand on a des syndicalistes CGT qui cassent des bâtiments publics, tout le monde trouve ça normal. J'ai un peu de mal à comprendre la hiérarchie de valeurs, pour être très honnête. Laurent Wauquiez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour calmer les esprits? Vous dites, vous condamnez, mais qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que responsable? La seule bonne façon de calmer les esprits, pour moi, c'est de dire notre force n'est pas dans la violence. C'est notre force doit être dans un mouvement, et ce sont les mouvements souvent les plus forts, hein, regardez dans l'histoire. Enfin, c'est la détermination du mouvement pacifique et de la non-violence de Gandhi. C'est cette force-là qu'on doit l'épuiser. C'est une détermination que rien ne doit arrêter, qui ne lâchera pas pour un sujet d'adoption à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais qui reste très ferme
sur ces bases pacifiques et tolérantes. Tout le monde veut nous caricaturer en homophobes. C'est faux. Ce débat n'a rien à voir avec l'homophobie. C'est un débat qui peut parfaitement concilier la place qu'on peut faire légitimement à une communauté et à ce que peuvent demander les homosexuels sans pour autant dégrader et altérer en profondeur notre vision de la famille. Donc ne nous laissons pas caricaturer. Restons fidèles à ce qu'est notre force. Notre force, pour moi, elle est sur ce sujet de l'enfant, le refus de l'idée d'un droit à l'enfant comme un bien de consommation et la défense de droits de l'enfant qui ont droit à un père et à une mère pour être élevés. Une question de Corinne Laurent de La Croix. Oui, vous dites que l'affaire n'est pas pliée, mais tout de même, est-ce que la droite ne réfléchit pas aux moyens de favoriser la fin du mouvement de contestation une fois le texte adopté? Moi, non. Et je le dis très clairement, j'étais présent à la première manifestation et je serai présent à la dernière. Je ne lâcherai pas. Mais alors, sous quelle forme n'allez-vous pas lâcher? Question de Louis Tout Dauphren. simplement en étant présent, en continuant à relayer ce qui est mon devoir d'élu politique, de relayer les raisons de notre Donc, opposition. nouvelle manifestation, 26 mai, etc. Oui, je considère que le 26 mai est un moment qui est très important. Vous ne pouvez pas avoir dans ce pays un président qui ferme aussi durement la porte aux Français. J'ai utilisé une expression que j'ai regrettée d'ailleurs parce que je l'aime pas et qu'elle a affecté des familles. C'est un gouvernement qui ferme la porte aux gens, qui n'est pas dans l'écoute, qui donne l'impression d'être méprisant. C'est incroyable, enfin, quand même un président de la République qui a face à lui autant de milliers de Français qui se mobilisent et qui ne lâchent pas. Des gens qui Qu'est-ce qui pourrait le faire changer? Je crois que Aujourd'hui, on ne voit pas de changement, en tout cas pas de ce qui peut le faire perception de changer, c'est notre détermination, c'est tout. Le 26 mai, soyons les plus nombreux possibles. Soyons tous là. Et soyons là, y compris des gens qui n'avaient jamais manifesté dans la rue. Y compris ce qui, moi, me touche, cette nouvelle génération que je vois naître, qui sont des jeunes qui ont 18, 19 ans, 20 ans, 22 ans. Je donne des cours à Sciences Po. J'ai vu autour de moi cette jeune génération qui s'est levée, qui étaient des gens dont on nous expliquait qu'ils ne s'intéressaient plus à rien, et qui se sont engagés sur ce combat. C'est, je crois, une belle France qui s'engage, et une France qu'on doit soutenir. Et qu'est-ce que vous attendez, non pas du 26, on a bien compris la mobilisation, mais le 27, le lendemain du président de la République? Qu'est-ce que vous attendez du 27 mai? Je vais vous dire déjà pour moi, un point que je considère comme étant minimal, c'est qu'on ait un engagement très précis sur la gestation pour autrui et la procréation médicalement assistée. Ça, déjà, je ne comprends même pas qu'on puisse rester dans les ambiguïtés sur ce sujet. J'ai écouté le président de la République, on est incapable d'en sortir la moindre idée claire. On ne sait pas ce qu'ils ont l'intention de faire sur la procréation médicalement assistée. Il n'est absolument pas exclu que dans 4-5 mois, on nous dépose une loi dans laquelle il y aura la procréation médicalement assistée. Il y a le comité d'éthique qui, paraît-il, Exactement. se prononcera. On consulte, alors vous savez comme c'est en France, hein, vous consultez un comité, vous en attendez une réponse que vous dictez plus ou moins à l'avance, et puis ensuite vous en tirez la réponse que vous attendiez. C'est pas digne, pas sur ce sujet, qu'on ne nous fasse pas le coup du comité scientifique qui va donner son avis. Sur cette question-là, c'est une décision éminemment politique, où le politique doit assumer ses responsabilités. Nous devons avoir une parole claire, excluant et la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. Romain Mazenot de RCF. En janvier, vous aviez dénoncé la catophobie du gouvernement au sujet de ce projet de loi. Est-ce que c'est vraiment l'Église catholique en particulier qui est visée, ou c'est les religions en général au motif qu'elles sont opposées au mariage homosexuel? Oh, il y a eu une manœuvre de caricature très claire. Moi, je suis chrétien. J'assume ma foi. Je ne la mets pas en avant à la manière peut-être d'autres personnes, mais elle a un rôle évidemment très important dans ma pensée. Et je ne comprends pas pourquoi dans ce pays, on a parfois le sentiment qu'être chrétien est une injure, qu'on ne doit pas l'assumer, que dans un hémicycle, quand quelqu'un ose avouer qu'il a la foi, il est immédiatement caricaturé et moqué. Qu'est-ce que ça signifie? Dans la société contemporaine, avoir la foi, c'est être quelqu'un de peu fréquentable. C'est pas bien d'avoir une espérance. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans le prisme de la société moderne. Ça veut dire quoi, ça? Et il est évident que dans la part de ceux qui nous attendaient au tournant, ce qu'ils voulaient caricaturer, c'était le petit milieu catholique, étriqué, tourné vers l'arrière. Désolé, cette chrétienté-là, moi, je ne la vois pas. Moi, je vois une chrétienté qui est pleine d'espoir, qui est pleine de modernité, qui est capable de se tourner vers l'avant. Et surtout, ce que j'ai refusé, c'est cette caricature consistant à faire croire que seule l'Église serait opposée. J'ai rencontré chez moi les représentants de la communauté musulmane qui étaient radicalement opposés à ce projet et qui sont
tout à fait contre, parce que ça heurte aussi leurs convictions. Les représentants de la religion juive sont totalement contre. Et il y a des gens qui, indépendamment de leur religion, sont aussi contre. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement un des piliers de notre société auquel on est en train de toucher. Et pour quelle raison ? Ça, c'est ce qui m'intéresse. Pour quelle raison ? Pourquoi le gouvernement fait ça ? Une question de Corinne Laurent de la Croix. Oui, vous êtes maire. Lorsque le texte sera adopté définitivement, est-ce que vous procéderez à des mariages avec des personnes de même sexe ? Je vais vous dire, ce sera un vrai sujet de conscience pour moi. Et là encore, regardez la façon dont on a été traité. J'étais au Congrès des maires quand François Hollande a annoncé à tous les maires de France qu'il y aurait un droit de réserve. Il l'a dit. Il a dit clairement, les maires auront un droit de réserve. Et ensuite, dans le projet de loi, plus rien. Plus de droit de réserve. Ce qui me gêne, c'est que malgré tout, comme maire, je suis supposé appliquer la loi. Et je n'aime pas cette idée d'un maire qui commence à ne pas appliquer les règles de la loi, parce qu'alors il n'y a plus de limite. Donc je serais très gêné sur ce sujet. C'est pour ça que je continue à me battre jusqu'au bout pour éviter qu'on se retrouve dans cette situation où un certain nombre d'élus seront soumis à des cas de conscience entre, d'une part, le respect de la règle républicaine. J'essaie d'apprendre à mes enfants le respect de la loi. Si je suis le premier à l'enfreindre, c'est compliqué. Mais il y a d'autres moyens. Vous avez des adjoints. Vous Oui, pouvez, bien sûr. Si ça vous pose un problème de conscience... Ce qui sera sans doute une solution que je prendrai. Eh bien, nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens et puis nous nous retrouverons dans un court instant avec Laurent Wauquiez. Deuxième partie de ce Face aux chrétiens avec notre invité, Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire et vice-président de l'UMP. Il est interrogé par Corinne Laurent de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Et nous allons parler maintenant, pour cette deuxième partie, de la moralisation de la vie politique. Alors Laurent Wauquiez, il se passe beaucoup de choses en ce moment sur ce dossier. Est-ce que vous n'avez pas un peu de crainte sur les retombées de ce besoin de voyeurisme, de cette transparence à tout crin et après tout, est-ce que vous ne demandez pas aux journalistes, eux aussi, de donner leur patrimoine, de dire qui ils sont ? Alors, plusieurs questions en même temps et qui sont toutes des vraies questions de fond. D'abord, la première chose, je vais vous dire ce qui me préoccupe moi surtout, avant tout et au-delà des excès de la transparence, c'est le syndrome du tous pourri. Un espèce de délitement profond du lien de confiance de nos compatriotes avec les politiques. Et ça, moi, c'est ma principale préoccupation aujourd'hui. La transparence, je pense, est la seule de nature à recréer un lien de confiance. Pour montrer à nos compatriotes que les politiques font peut-être pas toujours tout bien, qu'il nous arrive, comme tout le monde, de faire des erreurs, que dans la classe politique, comme dans toutes les familles, comme dans tous les métiers, il y a des gens... une grande majorité qui essaie de le faire correctement, et puis quelques-uns qui, comme M. Cahuzac, ou comme Dominique Strauss-Kahn, ou comme d'autres exemples que vous pourriez prendre, y compris dans notre famille politique, le font de façon malhonnête. Mais la très grande majorité est intègre. Et la seule façon, c'est de faire tomber cette espèce de voile opaque avec lequel on entoure encore de mystère la politique. Le deuxième point qui est pour moi très important, et je crois que c'est aussi une valeur chrétienne, c'est la notion d'exemplarité. Quand les gens vous font confiance et quand vous avez une responsabilité, vous avez plus de devoirs. Et plus de devoirs, ça veut dire que vous devez vous astreindre à une intégrité et une éthique qui doit être irréprochable. Personne n'est parfait. On fait toujours des erreurs. Mais vous devez tendre vers cet effort d'exemplarité. Et donc moi, oui, je fais partie, même si c'est compliqué, y compris parfois dans mon propre camp, de ceux qui plaident pour un surcroît d'exigence à l'égard des politiques. Est-ce que je l'applique aux journalistes ? Évidemment que non. Vous n'êtes pas payé par la puissance publique, vous n'êtes pas payé par nos compatriotes. Donc ça, c'est votre décision à vous, de savoir ce que vous souhaitez rendre public sur votre métier de journaliste. Personne n'a à vous le dicter. Nous, en revanche, on est élus. On a des Français qui nous font confiance et on est payé par la République. Que certains disent circuler, il n'y a rien à voir, on n'a pas de compte à rendre, on peut continuer à demander des efforts aux Français, mais nous, on n'a pas de compte à rendre, ça n'est pas légitime. De la même manière qu'il est normal que vous m'interrogiez sur les votes à l'Assemblée nationale ou au Sénat, de la même manière qu'il est normal que vous m'interrogiez sur ce qu'est mon comportement personnel, je considère qu'il est normal qu'on rende des comptes sur notre rapport à l'argent, parce que je ne veux pas laisser subsister d'ambiguïté sur ce sujet.
Une question de Romain Mazenot de RCF. Mais où s'arrête la transparence et où commence le populisme? Parce que vous savez bien qu'en France, on n'aime pas les riches et dès qu'il y a des gens riches, on soupçonne qu'ils se sont enrichis illégalement, surtout en politique. Est-ce que ça risque pas d'alimenter ce soupçon et cette haine des riches? Vous savez, d'abord, ce soupçon, malheureusement, il y est. Après ce qui s'est passé avec M. Cahuzac, après les successions d'affaires, c'est parfois dur à porter, y compris d'être un élu. Je pense que les Français ne s'en rendent pas nécessairement compte, je ne tiens pas à les faire pleurer dessus, mais c'est des choix qui sont difficiles pour une famille. C'est des choix qui sont difficiles personnellement. C'est un engagement qui est un engagement dans lequel on donne beaucoup. Quand en plus vous êtes obligé de payer l'addition de l'opprobre qui est jeté par quelques personnes comme M. Cahuzac sur toute la classe politique, eh bien oui, résolument, je préfère qu'on puisse mettre plus de transparence. Je voudrais rajouter un deuxième point. La France est un pays extraordinaire. Chez nous, faire de la transparence, tout le monde se pose des questions en disant « mais ça va tout de suite tourner de façon catastrophique ». Quasiment toutes les démocraties européennes le font. Alors je veux bien que la France soit un pays merveilleux, où les politiques sont extraordinaires, où nous n'avons jamais eu le moindre problème d'affaires politico-financières depuis 30 ans, où il n'y a pas de progrès du tout à faire en termes d'exemplarité et de transparence. Personnellement, j'ai un peu de mal à le croire. Et est-ce que ça aurait changé quelque chose à l'affaire Cahuzac? Oui. Oui. Vraiment, ouais. Oui, je pense qu'il y a deux choses qui auraient pu changer. D'abord, si on avait su qu'il avait une entreprise qui avait travaillé pour des firmes et des entreprises de santé en étant sorti du cabinet du ministre de la Santé, ça, c'est clairement une alerte. Et donc que vous ayez la transparence en vous disant, tiens, voilà quelqu'un qui a travaillé pour le ministre de la Santé et qui, dans la foulée, ouvre un cabinet de conseil qui travaille exclusivement pour les entreprises pharmaceutiques. On est quand même sur des situations de conflit d'intérêts sur lesquelles il faut faire le ménage. On ne peut pas rester avec ce genre de comportement. La deuxième chose, et ça je plaide pour, la transparence du patrimoine ne suffit pas évidemment. Il faut derrière des moyens d'investigation et de contrôle. Et surtout, je pense qu'il faut arrêter de nommer les ministres sur un coup de fil qui dure 5 minutes. Et je demande qu'il y ait une commission, qui soit une commission d'investiture, devant lesquelles quand on nomme un ministre, il passe, pour s'assurer de deux choses. D'abord qu'il est compétent, peut-être pas totalement inutile. Il y a des fois où ça peut même être assez utile de le vérifier, est-ce qu'il connaît son domaine. Et deuxièmement, est-ce qu'il a juste rempli les exigences minimales de respect des règles de la République? Comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis ou comme à Bruxelles. Bruxelles. Ça peut être une composition qui, à mon avis, est une composition faite de parlementaires et avec des moyens d'investigation qui permettent de vérifier les règles fiscales, un certain nombre de règles, juste que personne n'a enfreint les lois de la République avant de devenir membre du gouvernement. Mais dites-moi, on n'est pas prêt d'avoir un gouvernement là, constitué parce que ça va prendre du temps, ça. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Je pense que ce serait plus sain. Moi, j'ai été nommé ministre. Il m'est arrivé parfois, sur un dimanche après-midi, d'avoir 4 coups de fil différents sur un intervalle de 1 heure chacun, me nommant à des postes à chaque fois différents. Quelle compétence extraordinaire je dois avoir pour être capable d'exercer 4 à 5 postes différents en moins d'une après-midi. Mais tout ceci est déraisonnable. Est-ce que prendre 1 semaine, 10 jours avant de nommer quelqu'un au gouvernement pour s'assurer qu'il connaît son sujet et que c'est quelqu'un qui est intègre sans être un saint, ça me semble quand même quelque chose qui est normal. Voilà. Corinne Laurent, de la Croix, une question. Oui, après les ministres, les élus vont être concernés par le projet de loi transparence qui sera présenté au Conseil des ministres le 24 avril. Où pensez-vous qu'il faut situer le curseur de la transparence? Par exemple, est-ce qu'il faut une publication totale, une publication partielle? Quelles sont vos propositions en la matière? Alors, je crois que ça par contre, c'est des vraies questions qui sont simples. Ma première ligne de protection, c'est la famille. Il y a des choses qui concernent l'intimité de la famille. Et ça ne va pas être dévoilé et mis au sus de tout le monde à l'occasion d'un patrimoine. En revanche, la deuxième chose qui est importante, c'est tout ce qui peut donner lieu à des conflits d'intérêts. Vous avez des actions dans une entreprise, il faut que ce soit su. Vous avez bénéficié de revenus extrêmement importants qui viennent de tel ou tel client avec le risque d'avoir derrière un lien de dépendance, il faut que ce soit su. Vous avez par exemple, pour prendre un exemple qui évoquera certains cas précis, vous avez un très gros patrimoine d'œuvres d'art et vous vous retrouvez comme ministre du budget à continuer à défendre la niche fiscale d'exonération des œuvres d'art, il y a quand même une situation de conflit d'intérêts. Donc tout ce qui peut aboutir à des conflits d'intérêts doit être reconnu.
Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, une question. Quand des personnes organisent leur fortune de telle sorte qu'elles déclarent moins dans leur patrimoine, je prends un exemple, je ne sais pas, un ministre qui achète un appartement pour son fils de 3 millions d'euros, ces 3 millions d'euros sont sur le nom de son fils, pas sur son nom propre. Toutes les donations partage qui permettent de subdiviser un patrimoine, ça compte quand même. Jusqu'où allez-vous aller dans l'éclaircissement d'un patrimoine réel ? Alors, c'est là où je crois qu'il faut qu'on fasse bien la part des choses. Le sujet n'est pas de savoir si un élu est riche ou pas riche. Ne jetons pas l'opprobre sur des gens qui ont des activités privées ou qui, à côté de leur mandat d'élu, continuent à être aussi dans la vie économique. Ce serait absurde. Je ne veux pas d'une république uniquement qui soit une république de fonctionnaires. Ça n'a pas de sens. Mais la seule chose qui me semble importante de débusquer, ce sont des situations de conflit d'intérêts. Et moi, je suis favorable pas à l'interdiction, je suis favorable à la transparence. C'est-à-dire que ce soit dit, qu'on le sache. Après, ça permet à chacun de juger. Donc la question n'est pas de savoir s'il est riche, s'il a caché une partie de son patrimoine ou non. La question, c'est de savoir ce patrimoine, il a été acquis légalement, et est-ce qu'il garantit l'autonomie de pensée du député ou du sénateur ou de l'élu local, ou est-ce qu'en réalité, il crée un lien de dépendance. C'est tout, ni plus, ni moins. Et encore une fois, tous les pays le pratiquent. J'ai eu des coups de fil de députés allemands qui m'ont dit, mais chez vous, vous ne déclarez pas quand vous avez des revenus à côté qui proviennent de telle ou telle entreprise. Enfin, en Allemagne, c'est une évidence. Aux États-Unis, les situations de conflit d'intérêts sont évidemment sur la table. La démocratie suédoise, même en Norvège, un ministre commence par payer les frais lui-même et il est remboursé ensuite par le gouvernement. On a quand même des marges de progrès. On a un moyen, tranquillement, sans donner l'opprobre et sans créer la culture du soupçon, d'essayer quand même d'arriver vers une démocratie qui soit plus exemplaire. Ça ne me semble pas une mission impossible. Romain Mazneau de RCF. Pour moraliser la vie publique et lutter contre la fraude fiscale, François Hollande annonce la création d'un parquet financier avec des compétences nationales. Ça va dans le bon sens pour vous ? Oui, mais on a un dispositif qui marche bien, qui est le dispositif Tracfin. Il faut lui donner des moyens, il faut aller plus loin dans cette méthode. Dans le projet de loi, là, tel qu'il est poussé, d'abord, je dis attention à ne pas amalgamer deux choses. Il y a quand même une affaire qui est M. Cahuzac, qui regarde d'abord le président de la République qui l'a nommé, avec une question de fond, qui est de savoir quand il l'a nommé, que savait-il ? Quand Mediapart a sorti les informations, est-ce que le président de la République était au courant ? Et est-ce qu'il a été au courant pendant ce long délai qui a quand même traîné pendant 4 mois, entre le moment où l'information sort et le moment où le président de la République prend sa décision ? Il y aura une commission d'enquête parlementaire pour faire le point sur la manière dont tout ça s'est passé. Et je suis très à l'aise pour le dire, parce que j'ai sans doute fait partie des seuls qui, dès que M. Cahuzac a eu ces informations qui sont sorties, a clairement dit et pris position en disant il ne peut pas rester ministre, il doit démissionner et il doit apporter immédiatement les preuves de son innocence. À l'époque, je me souviens très bien que tout le monde disait « mais quelle horreur, présomption d'innocence, M. Cahuzac dit la vérité les yeux dans les yeux ». Là encore, quelle étonnante démocratie. Il n'y a pas une démocratie européenne où un ministre du budget qui a un soupçon de fraude fiscale aurait pu se maintenir pendant 4 mois au pouvoir. Il faut quand même qu'on se remette un peu en question. Corinne Laurent de Lacroix. Oui, s'agissant de la transparence, une petite question supplémentaire. Est-ce qu'il serait possible d'établir une liste noire, entre guillemets, de métiers qui sont incompatibles avec des mandats ? Alors ça, pour moi, c'est une vraie divergence par rapport à ce qui est proposé par François Hollande. Je trouve ça absurde, cette idée de liste noire. Vous étiez avocat avant, vous devenez député, voilà, c'est plus possible, avocat, c'est nécessairement une profession suspecte, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui a du sens, c'est que ce soit connu. Et ce qui a du sens, c'est que soient connus les revenus, combien est-ce qu'on en tire, et les clients. Ça, c'est normal, parce que ça permettra d'identifier s'il y a ou non des situations de conflit d'intérêts. Quand vous dites que ce soit connu, par quel biais ? Une publication dans la presse Oui, il faut que ce soit rendu public, c'est normal. Parce qu'il y a des gens qui savent, enfin, des gens informés qui savent. Mais quand vous dites que ce soit connu, il faut que ce soit public. Ça fasse l'objet d'une publication. Moi, je ne crois pas à une régulation où on confie ça à un comité Théodule qui enferme ça dans son coffre-fort. Je crois, mais c'est peut-être une erreur, je crois dans la vertu de la démocratie et du fait que nos compatriotes sont informés. Moi, je crois que c'est votre travail. Je pense aussi que c'est notre travail d'accepter de nous y soustraire, de nous y soumettre, pardon, justement. Et je pense que c'est le seul moyen d'arriver à sortir par le haut de la démocratie. Et je vais aller jusqu'au bout, mais peut-être est-ce une trace de naïveté de ma part. J'ai la conviction profonde qu'il n'y a pas de fatalité
à ce que la politique soit systématiquement entachée d'affaires. Et je pense que les choses sont perfectibles. Il y a 40 ans, j'aurais été un élu il y a 40 ans, sans doute est-ce que j'aurais connu des valises d'argent qui venaient d'Afrique. Aujourd'hui, ça n'existe plus. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. J'aurais été élu il y a 20 ans, comme maire. La plupart du temps, vous aviez un pourcentage sur les marchés publics qui arrivait directement, soit pour le parti, soit pour les élus locaux. Aujourd'hui, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Donc je pense que les choses peuvent s'assainir et qu'on peut améliorer notre pratique politique. Et encore une fois, la très grande majorité des élus sont des gens intègres, honnêtes, qui essayent de faire leur travail correctement. Justement, Corinne vous demandait tout à l'heure les mesures que vous proposeriez. On parle depuis un instant du patrimoine. Est-ce qu'il y a, pour moraliser la vie politique, d'autres mesures que de mettre sur le devant de la scène son patrimoine? Est-ce que vous avez pensé à d'autres mesures? Bien sûr, j'en ai évoqué une, qui est vraiment une idée qui me tient très à cœur, cette idée de cette commission d'investiture, qui permet de vérifier les choses. Ça, je crois que c'est extrêmement important. C'est une idée que je défends fortement. La deuxième, c'est tout ce qu'on a évoqué sur ces sujets de conflit d'intérêts qui sont pour moi largement aussi importants. Donc on voit que sur toute cette palette de sujets, il y a un vrai travail de fond à mener qui ne se résume pas à juste la déclaration de patrimoine, qui a un côté un peu artificiel et ridicule, mais qu'on va apprendre petit à petit au fur et à mesure, qui va rentrer dans nos mœurs démocratiques. Et d'ici 2 à 3 ans, tout le monde trouvera ça normal. Vous ne mettez pas le cumul des mandats sur le même plan? Je ne mets pas le cumul des mandats sur le même plan. Et je rappelle que vous êtes maire et député. Et je suis très fier d'être maire du Puy-en-Velay. Et j'en profite pour dire que c'est le point de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le point de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et que toute personne qui veut découvrir le chemin de Saint-Jacques est le bienvenu au Puy-en-Velay. Vous avez vraiment en plus des bénévoles remarquables qui essayent d'œuvrer pour l'accueil des pèlerins. Et l'itinéraire entre le Puy-en-Velay et Conques est un itinéraire splendide, vraiment. Pour ceux qui veulent prendre un peu de temps dans ce monde de folie et de précipitation, c'est une belle démarche. Alors le cumul. Le cumul des mandats. Sur le cumul, vous savez, je me méfie d'une approche française qui est dans le tout ou rien. Quand vous êtes maire de Lyon, il me semble assez évident que vous n'avez pas de temps pour vous consacrer à autre chose. En revanche, quand vous êtes sur une collectivité d'une taille normale, je pense que vous pouvez concilier cet exercice avec une autre responsabilité. Mais de la même manière, pardonnez-moi, on l'a évoqué, qu'on considère qu'on peut rester, et je défends cette idée, à la fois parlementaire et continuer à s'occuper de son entreprise. Qu'on peut continuer à être parlementaire et avoir des responsabilités associatives. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je me méfie de parlementaires hors sol. Je trouve qu'on a déjà beaucoup trop de parlementaires qui n'ont absolument plus les pieds sur le terrain, qui sont coupés des réalités de nos compatriotes. Et là, ce qu'on va faire, c'est les déconnecter encore plus. La deuxième chose, c'est que supprimer le cumul des mandats, s'il n'y a aucun autre effort qui est mené, pour avoir par exemple moins de députés, moins de sénateurs, pour avoir des fusions de collectivités locales, c'est qu'on va avoir encore plus d'élus. Vous ne croyez pas que là, ça va, on a suffisamment d'élus dans le fonctionnement de la démocratie française? Je pense que là aussi, on a quand même des améliorations qu'on peut mener. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Donc pas de statut de l'élu, parce que si vous avez une profession qui vous rétribue et que vous exercez par ailleurs un mandat, vous êtes censé vivre d'une profession extérieure et vous ne voulez pas de statut qui encadre l'exercice du métier politique. Si, parce qu'il y a un problème qui est très important. Un certain nombre de mes collègues qui ont arrêté leur activité privée pour s'engager en politique, et c'est éminemment respectable. Ensuite, quand il faut revenir à la vie de l'entreprise, c'est très compliqué. Donc là, évidemment, on a besoin d'un statut de l'élu. Mais j'ai envie de dire, le problème n'est pas de ce point de vue de contingenté, il est de faire en sorte que ce soit plus facile pour des gens qui viennent d'horizons divers de s'engager en politique. Vous voyez, je vais être encore une fois très, très simple. Parmi les gens qui se sont engagés dans la manif pour tous, j'espère qu'il y en aura certains qui passeront le pas ensuite de l'engagement politique. Et je voudrais adresser ce message notamment aux chrétiens. Attention à une petite attitude que j'ai vue et que j'ai constatée, y compris chez certains de mes amis, au moment de l'élection présidentielle, qui consistait à dire « tout ça, c'est un débat qui ne nous concerne plus. L'Église doit se retirer de ce débat politique ». Le résultat, c'est qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui est en train de mettre à sac un certain nombre de principes éthiques et de valeurs auxquelles on croit. Vous voulez dire que l'Église ne s'est pas engagée suffisamment derrière Nicolas Sarkozy? Je ne parle pas de l'Église, mais je parle des chrétiens qui ne sont sans doute pas, ont sans doute négligé l'importance de l'engagement politique. Les chrétiens doivent avoir un engagement dans la cité. Et c'est important qu'ils s'engagent dans ce qu'est la vie de la cité. Parce que s'ils la délaissent, cette vie de la cité peut ensuite être profondément déceptive. Des chrétiens, justement, sont en train de
réhabiliter le christianisme social, y compris des députés. Vous vous y retrouvez dans cette démarche? Ah oui, moi c'est profondément inscrit dans ce qui est ma vision, qui est aussi la doctrine sociale de l'Église, et dont j'ai de multiples illustrations sur une ville comme la mienne, qui a été très marquée par ce christianisme social, avec des associations qui sont des associations de solidarité, mais qui œuvrent dans le sens aussi de ce qu'est notre vision de l'homme. Notre vision de l'homme, c'est quoi? C'est que aider quelqu'un, c'est pas lui verser le chèque à la fin du mois. Aider quelqu'un, c'est lui permettre de se redresser. C'est faire confiance dans sa capacité à retrouver son autonomie et sa dignité par le travail. Et donc moi, ce qui est pour moi la vision très importante du christianisme social, c'est tout ce qui relève de l'aide de l'insertion par le travail, tout ce qui relève de démarches telles qu'Emmaüs, qui sont des démarches très engagées, mais qui font confiance dans la possibilité de ramener quelqu'un, même quand il a subi des épreuves très difficiles, sur la piste de l'autonomie par son propre travail et sa dignité. Merci de ce message d'espoir. Laurent Wauquiez, nous marquons une très courte pause et nous vous retrouvons pour la troisième partie de ce Face aux chrétiens. A tout de suite. Eh bien, nous nous retrouvons pour cette troisième partie de Face aux chrétiens avec Laurent Wauquiez, un cumulard en politique, c'est-à-dire maire du Puy-en-Velay et député des Hautes-Loire, de la Haute-Loire. Et nous allons évoquer, pour cette troisième partie, où il sera interrogé par Corinne Laurent de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot de RCF, nous allons évoquer l'UMP. Alors, une question personnelle, dites-moi, tout d'abord, Laurent Wauquiez, vous étiez un soutien fidèle, au premier rang derrière François Fillon. Après cette élection burlesque et ratée, vous vous retrouvez... Apocalyptique. Apocalyptique, c'est vous qui le dites. Oui, c'est alors moi qui que vous vous retrouvez vice-président de l'UMP. Alors quel est le partage des tâches? À quoi vous servez exactement à l'UMP aujourd'hui? On vous voit beaucoup. Quel est le partage des tâches avec Jean-François Copé? C'est vous le président un peu, non? C'est une excellente question de savoir à quoi on sert en politique. Non, comme vice-président de l'UMP. Ça me rappelle une question que me posait une personne que j'aimais beaucoup, qui me disait souvent « Qu'est-ce que tu as fait de bon ?» sur ce sujet, à quoi je sers? Écoutez, ce que j'essaye de faire est assez simple. Je pense que l'opposition a un travail à mener, qui est un travail d'autocritique d'abord, parce qu'il y a des choses que nous avons échoué, que nous n'avons pas été capables de faire, qui est en même temps un travail d'opposition, comme ce que je fais sur le mariage pour tous, en n'ayant pas honte de nos valeurs et de ce à quoi nous croyons, et qui est enfin un travail de proposition. Parce qu'une opposition crédible, ce n'est pas une opposition qui se contente de taper sur tous les sujets. C'est une opposition qui doit être aussi capable de mettre des idées sur la table, de proposer des choses nouvelles. Et je pense que ce travail-là, pour l'instant, nous ne le faisons pas bien. Que nous ne sommes pas encore suffisamment redevenus crédibles et audibles aux yeux des Français, qui nous regardent, qui sont profondément déçus de ce que fait François Hollande et la majorité socialiste, mais qui en même temps se demandent si nous sommes capables d'être à la hauteur et si nous avons tiré les leçons de nos erreurs. Mais ma question, c'était aussi sur le partage des tâches qu'on ne voit pas bien avec Jean-François Copé. Vous savez, parfois je le regrette un peu, c'est un peu trop l'armée mexicaine. Il y a un peu trop dans tous les sens. On a 300 secrétaires nationaux, je ne sais pas combien il y a de secrétaires généraux, enfin il y en a partout. Ce qu'il y a de clair, c'est qu'il faudra à un moment tourner cette page. Parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça sur la durée. Qu'il faudra être capable de donner un nouvel élan, une nouvelle équipe, une nouvelle ligne à notre famille politique. Mais chaque chose en son temps. Je ne suis pas quelqu'un de pressé, j'ai appris à attendre et je pense que parfois il est important de prendre ce moment de sérénité et de recul. Corinne Laurent de la Croix, une question. Oui, justement, cette élection du président de l'UMP à l'automne dernier, élection apocalyptique, a laissé des cicatrices. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment une nouvelle élection à la rentrée de septembre et y serez-vous candidat? Alors, d'abord, je suis convaincu qu'il faut une nouvelle élection. Parce qu'un parti démocratique ne peut pas vivre sur une élection où il y a eu autant de trucages et d'irrégularités. Il y a un livre très précis qui a été fait sur ce sujet par deux de vos confrères, Bruno Jeudi et Carole Barjon, qui a très bien montré la somme des irrégularités qui ont entaché cette élection. Donc on ne peut pas vivre sur un scrutin qui soit altéré comme ça, parce que derrière c'est toute notre crédibilité. Et puis on le voit bien sur les thèmes qu'on évoque, ça aboutit à des équipes sans véritablement de ligne politique.
Maintenant, la question du moment où il faudra cette nouvelle élection, c'est une autre question. Pour l'instant, je n'ai pas envie de m'empêtrer dans ce sujet. Il faut qu'on puisse en discuter sereinement. Et surtout, ce que je ne veux pas, c'est qu'on réactive la machine à division. J'ai fait un choix, qui est un choix d'essayer de tenir un rassemblement à l'intérieur de notre famille politique. Chaque chose en son temps. Il n'y a pas besoin de précipitation. On va avoir le temps d'en discuter tranquillement. C'est vraiment aujourd'hui pas la priorité des Français. C'est pour ça que je me concentre sur ce que sont mes préoccupations. Cette question sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Le sujet de l'emploi, qui n'est pas traité du tout par le gouvernement. Et puis le pouvoir d'achat, notamment des classes moyennes, avec un thème qu'on n'a pas évoqué, mais qui est pourtant très grave, qui est la remise en cause des allocations familiales, et qui va toucher toute une partie du socle de notre politique familiale en France. Vous nous dites que vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que vous serez candidat à la présidence, mais tout le monde sait que ça vous titille un tout petit peu. Alors pourquoi vouloir être président, même y penser, le matin en se rasant peut-être, alors que vous avez un président avec lequel vous partagez le pouvoir que vous avez, Jean-François Copé, puisqu'on n'est pas là pour la désignation de l'élection présidentielle. D'abord, je crois qu'il faut Pourquoi être président ? Je crois qu'il faut vraiment dissocier les choses. Il y a une maladie en politique qui est assez catastrophique et dont d'ailleurs je peux moi-même être victime. Hein. C'est que tout le monde pense que sa vocation est d'être président de la République. Alors certains disent 2017, d'autres disent 2022, d'autres disent 2025. Du calme. D'abord, la première chose, c'est quoi vos convictions ? Vous êtes là pour parler de quel message ? On a évoqué ce que sont mes convictions. La défense des classes moyennes, la différence entre le social et l'assistanat. Des convictions profondes sur la famille. Ça, ce sont des choses que je veux porter. Et c'est vrai, ce à quoi j'aspire, c'est que ma famille les défende aussi. Parce que parfois, je trouve que nous sommes trop timorés, trop timides sur ces sujets. Et je tiens à pouvoir porter aussi ce message, vous l'avez dit, d'une nouvelle génération qui assume sereinement ses valeurs, mais de façon déterminée. Romain Masneau de RCF. Alors, au-delà de l'imbroglio du mois de novembre avec l'élection et le duel entre François Fillon et Jean-François Copé, est-ce que François Fillon a fait des erreurs dans cette campagne ? Quelles leçons vous tirez de cet échec ? Bon, on en fait tous, mais ce n'est pas François Fillon. Il y a des difficultés qui ont été des difficultés collectives. Je pense que précisément, on n'a pas été suffisamment attentif sur les règles de transparence, d'éthique et de régularité sur le déroulé de cette élection. C'est sur la forme, sur la manière dont le scrutin a été organisé. Bon, après, il y a plein d'autres erreurs, peut-être certains thèmes sur lesquels on aurait dû aller un peu plus loin. Je vais évoquer un sujet qui, par exemple, moi, me tenait à cœur. Je pense qu'il fallait qu'on évoque la question du modèle de société de notre pays et au fond de son fonctionnement. Personnellement, je plaide pour qu'on assume que notre pays a des racines chrétiennes et qu'on le dise. J'ai beaucoup regretté au moment du traité sur l'Union européenne et de la Constitution le fait qu'on n'inscrive pas cette référence à ce qui est juste une évidence, notre histoire et nos racines. Beaucoup de choses en découlent. Beaucoup de choses en découlent parce qu'ensuite, quand vous réfléchissez au modèle d'intégration nationale, quand vous réfléchissez à ce que sont le modèle de société sur lequel vous souhaitez construire la vie en commun, si vous ne savez pas d'où vous venez, comment est-ce que vous pouvez proposer un modèle ? Donc ça fait partie par exemple de thèmes que moi j'aurais voulu qu'on puisse aborder pendant notre campagne et ce qu'on n'a pas fait. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, le gouvernement est atteint par un discrédit assez flagrant que révèlent les sondages. Inquiétant, très inquiétant. Et de l'autre côté, on a pu le constater en Italie, une montée des populismes. En France, le Front National est un peu en embuscade. Comment voyez-vous votre espace politique ? Est-ce que c'est vous qui allez récolter les dividendes de ce discrédit ? Ou est-ce que c'est le FN qui va se retrouver avec une sorte de prime ? J'aime pas, même si je la comprends très bien, la question de se dire il y a des dividendes. Et est-ce que c'est le FN qui va récupérer ? Vous y pensez, même si vous n'aimez pas vous raser. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que et si vous voulez répondre à cette question, ce n'est pas juste une question d'arithmétique politique. La question, pour moi, fondamentale qui est posée, c'est une société que les Français voient bouger et dont ils ne sont pas sûrs que ce mouvement aille dans le bon sens. Ensuite, ils regardent les politiques, ils les écoutent et ils se disent « Tiens, c'est amusant parce que quand je les entends parler, je ne retrouve pas forcément ce que moi je ressens. » Je ne retrouve pas, par exemple, sur l'Europe, un discours qui soit clair. Je ne retrouve pas dans notre rapport à la mondialisation et l'équilibre qu'il doit y avoir entre le libre-échange et le protectionnisme un discours qui soit clair. Je ne retrouve personne qui ait le courage de dire que les classes moyennes ne peuvent pas systématiquement être compressées. Je ne retrouve pas beaucoup de politiques qui ont le courage de dire que l'assistanat n'est pas forcément la meilleure façon de faire du social. Je ne retrouve pas beaucoup de personnes qui s'interrogent
sur la différence entre l'entreprise et le capitalisme de monopoly qui est construit sur la spéculation financière. Et donc, le problème, si nous voulons redevenir crédibles, c'est notre capacité à un moment à se poser les bonnes questions et à se dire, est-ce que notre parti est encore en prise, en lien avec ce que sont les réalités quotidiennes de nos compatriotes? Moi, j'ai des gens chez moi en ce moment qui sont des gens qui travaillent et qui sont en train de basculer dans la misère et la difficulté. Parce que ce sont des gens parfois modestes, qui travaillent pour un SMIC, un peu plus, et qui, parce qu'avec les impôts supplémentaires qui ont été ajoutés, ont perdu les 100, 150 euros qui leur permettaient de sortir la tête de l'eau. Quelle est cette société française dans laquelle celui qui travaille n'a même plus la dignité de faire vivre sa famille? Ça, c'est des questions où le sujet, c'est de savoir, est-ce que nous, on les traite? Après, comment on les traite? Et ce point-là est le point majeur de différence par rapport à l'extrême droite. Nous, et ça doit être notre responsabilité, on n'est pas là juste pour dénoncer. Notre responsabilité, c'est d'être capable de mettre des propositions sur la table et qui soient crédibles. Par exemple, quand le FN dit, c'est très simple, vous sortez de l'euro. Très bien, parfait, mais alors on assume toutes les conséquences. Qui que ce soit parmi vos auditeurs qui a un compte en banque peut se dire que ce que propose Marine Le Pen, c'est tout simplement de faire disparaître 20 à 25% de votre compte en banque, parce que le retour de l'euro au franc se traduira par une perte de valeur de 20 à 25% du compte en banque. Ça, c'est des choses concrètes qu'on doit être capable de dire. Notre devoir, c'est de traiter les angoisses et les inquiétudes et de les transformer en espérance par un discours qui soit concret, solide. Corinne Laurent, La Croix. Oui, vous avez évoqué les racines chrétiennes. C'était pourtant l'un des points de départ de la campagne de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que cette campagne n'a pas été achevée? Est-ce que vous envisagez peut-être son retour? Alors, pour moi, c'est évident que Nicolas Sarkozy est une des figures majeures de référence pour notre famille politique. Ça a été notre président de la République. Je pense qu'il y a beaucoup de thèmes qu'il a portés qui sont des thèmes sur lesquels on doit aller plus loin. Je pense notamment qu'il a fait beaucoup bouger notre pensée sur la sécurité et l'immigration. Je pense qu'on garde encore des tabous sur notre discours sur l'Europe, sur lequel on n'est pas suffisamment lucide, sur la nécessité de reconstruire une Europe qui aujourd'hui ne fonctionne plus du tout. Je pense que sur le social, on a une évolution aussi de notre pensée à construire. Que sur cette question de qu'est-ce que c'est que, au fond, notre spectre commun de valeurs qu'on veut transmettre et sur lequel on construit notre société, il faut aussi être au clair. Je vais vous donner un exemple, l'effort. L'effort et le mérite. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un gros mot. Quand je vois Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, qui supprime les évaluations dans les classes, parce qu'on va traumatiser les enfants si on les évalue ou si on leur fait apprendre par cœur une poésie ou une table de multiplication, je me dis dans quelle société on va. L'effort, ce n'est pas une mauvaise valeur. Le mérite, ce n'est pas une mauvaise valeur. Essayer de dire que dans une classe, tout le monde doit avoir la même note, que dans une société, tout le monde doit être pareil, c'est un égalitarisme qui n'est pas sain. Louis Dauphren, de Radio Notre-Dame. Non, écoutez, moi je prends acte de certaines choses. Sur l'Europe, par exemple, il y a quand même une ambiguïté dans la mesure où l'UMP a quand même été très favorable à toutes les évolutions dans le sens de l'Union européenne. Oui, c'est tout à fait Donc exact. vous vous retrouvez vous-même en porte-à-faux avec votre propre mouvement. Oui, et c'est aussi peut-être quelque chose que j'assume, c'est, voilà, parfois, il faut qu'on ait des gens qui soient capables de secouer les tabous et de dire, attention, ouvrons les yeux. Pour moi, ça a été quoi ma prise de conscience? Quand j'étais ministre des Affaires européennes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait eu cette affaire de l'agenda qui était envoyé à tous les lycées et les collèges. J'ouvre cet agenda, qui est donc un agenda européen, dans lequel, extraordinaire, d'abord les figures de référence, aucune n'était européenne. Vous aviez Gandhi, vous aviez Luther King, des personnes très respectables, mais aucun européen. Pas de figure de grands saints, pas de figure de grands auteurs, pas de figure de grands rois ou de grands politiques, rien. Et les dates religieuses, il y avait toutes les fêtes de toutes les religions de la planète, sauf les dates chrétiennes. Rien Noël, rien la Toussaint. Je me suis dit, quelle est cette Europe qui en est au stade où elle nous demande de nier nos propres valeurs et notre propre identité pour prendre le masque de la tolérance. Mais Nicolas Sarkozy, il a voulu cette Europe-là, puisqu'il a même été contre le référendum de 2005. Et vous voyez, sur ce sujet, par exemple, j'ai refusé que cet agenda soit distribué. Et je crois qu'il n'y a pas de fatalité. On peut apprendre de nos erreurs. Oui, on a fait des erreurs. Oui, je suis le premier à avoir fait des erreurs. Le seul sujet, c'est d'éviter de les renouveler. Merci beaucoup Laurent Wauquiez, la preuve que vous incarnez une droite décomplexée, plus spontanée, qui va au combat. On a aussi appris que vous étiez très fier d'être l'un des points de départ au Puy-en-Velay du chemin de Compostelle. Merci à vous tous, téléspectateurs et auditeurs.
Si vous voulez retrouver cette émission dans son intégralité, rendez-vous sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et de KTO, bien évidemment. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Face aux chrétiens, même heure,